Je voulais simplement remercier tous les intervenants d'être là et vous dire que nous serons, pour la campagne présidentielle, le parti des PME. Nous serons le parti qui portera l'idée qu'à travers les petites et moyennes entreprises, les TPE, le commerce et l'artisanat, il y a la richesse qui permet l'innovation, la richesse qui permet aussi la solidarité, le financement des écoles, le financement de nos infrastructures, qui permet aussi la cohésion sociale. Donc nous serons ceux qui porteront l'idée qu'en France, il y a encore toutes les capacités d'innovation, de création, toute l'énergie, et pas seulement dans les banlieues, mais toute l'énergie nécessaire pour que notre pays retrouve la prospérité, le dynamisme et retrouve surtout un peu d'optimisme. On est dans une configuration qui est ahurissante d'un pays qui a encore la 5e puissance économique du monde. On est le pays qui fait l'essentiel de ses échanges avec la zone euro et une partie du monde, et qui donne à un candidat dans une primaire, certes, mais qui donne à un candidat prônant la démondialisation près de 20% des suffrages. Ça montre à quel point aujourd'hui pèse comme une chape de plomb sur la France l'idée que, grosso modo, il faut avoir peur de l'étranger, peur de l'autre, peur de l'ouverture, peur du risque, peur de la concurrence et de la compétition. Je voudrais quand même simplement vous rappeler une ou deux choses, même si c'est un peu en dehors de notre sujet. C'est que l'idée de la démondialisation, c'est une idée simple, c'est l'idée de la disparition progressive des écrans radars de la France. L'histoire de l'humanité montre une seule chose, c'est que toutes les civilisations qui ont refusé la concurrence, la compétition, qui ont refusé l'ouverture, sont des civilisations qui ont fini par mourir. C'est ça, la réalité. Et on oublie, même si nous avons des difficultés considérables, que ce petit pays, la France, qui représente 1% de la population mondiale, représente encore 5% des échanges mondiaux. Et quand on évoque l'idée de la démondialisation avec la menace des pays émergents, on oublie de dire que 70% de nos échanges, nous les faisons au sein de l'Union européenne et essentiellement dans la zone euro, avec des pays ayant le même niveau de salaire et le même niveau de protection sociale que nous, sinon parfois avec des salaires et des régimes de protection sociale meilleurs que le nôtre si on prend les pays du nord de l'Europe. Et donc la question de la démondialisation, c'est le refus de regarder les choses en face. Je voudrais simplement vous inviter à une question. Derrière la démondialisation, il y a l'idée du protectionnisme. Et derrière l'idée du protectionnisme, il y a l'idée simple que nous pourrions continuer à exporter et à vendre nos produits et de dire aux autres « mais vous n'êtes pas les bienvenus ». J'ai été ministre de la Défense, comme vous le savez, pendant 3 années et demie. Le temps où vous pouvez vendre comme dans un pays colonial, pendant que, dans le même temps, les autres vous vendraient des matières premières, ce temps-là est révolu. Et que lorsque vous décidez un échange commercial, c'est un échange qui désormais est dans les deux sens. Et l'idée que le protectionnisme pourrait s'effectuer dans un sens, avec des barrières, type la barrière environnementale, est une idée folle parce qu'elle ne repose plus sur l'idée que se fait le monde des échanges, c'est-à-dire d'une relation équilibrée entre deux États. Et par ailleurs, quand on évoque la question, par exemple, de la protection environnementale, on oublie de dire une chose, qui a été démontrée dans un rapport l'année dernière, c'est que si on a protection environnementale, ça veut dire qu'on pense par exemple à une taxe carbone aux frontières. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que nos exportations sont plus riches en CO2 que les exportations chinoises. Ce qui poserait a priori un vrai souci si on décidait d'en faire un critère de protectionnisme. Eh bien moi,
Plutôt que de défendre ces idées-là, je veux que nous soyons la formation politique qui disions une chose simple: nous avons en nous l'énergie, l'intelligence, l'innovation et la créativité nécessaires pour faire de la France un pays de production, un pays d'entreprise et un pays capable d'affronter la mondialisation à armes égales avec les autres. Voilà le premier sujet ou le premier message que je voudrais passer devant vous. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il y a, au-delà des PME, mais je l'évoque simplement pour que vous ne l'oubliez pas, il y a des sujets majeurs qui sont des sujets de compétitivité et de performance de l'économie française. Je n'évoque pas la question de l'endettement du pays et de ses déficits. Je n'évoque pas le niveau de ses prélèvements obligatoires et donc de son niveau de dépenses publiques ou de sa structure en matière d'éducation et de formation. Vous savez comme moi le suicide collectif que représente un pays qui accepte que 200 000 jeunes sortent chaque année de la CM2 sans savoir lire, écrire et compter. Vous évoquiez, monsieur, les banlieues. Je suis allé dans une zone urbaine sensible à Metz, où le principal du collège me disait que moins de 15% des élèves iraient jusqu'au bac. C'est simplement l'expression d'un pays qui a décidé de sacrifier une partie de sa jeunesse chaque année. Et tout ça, c'est bien entendu facteur de performance économique. Deuxième remarque liminaire avant d'aborder mes propositions. Les PME, j'imagine qu'Aziz et Nathalie l'ont dit tout à l'heure en introduction, et je les remercie pour leurs 99 propositions pour les TPE-PME, vous en retrouverez quelques-unes dans mon discours. C'est 60% de la TVA, c'est 70% de l'emploi, c'est l'essentiel du tissu économique dans les villages, et moi qui suis en zone rurale, je le sais mieux que quiconque. Et nos PME ou nos TPE doivent être ensuite les entreprises intermédiaires de demain, celles qui nous permettront de rester un pays performant, capable d'affronter le monde étranger. Alors je voudrais simplement vous proposer 6 propositions comme les 5 doigts de la main, si je puis dire. 6 propositions sur 6 sujets majeurs. Le premier sujet, bien entendu, c'est la structure de nos prélèvements. Ça n'est pas un sujet propre aux PME et aux TPE, mais je souhaite que nous soyons ceux qui constamment fassions la pédagogie sur un sujet central, la réduction massive des charges sociales et le transfert de ces charges sociales sur la TVA. Sur la TVA, éventuellement couplée à une taxe carbone qui, elle, ne serait pas protectionniste, mais qui serait une taxe qui frapperait tous les produits, qu'ils soient des produits importés ou des produits fabriqués en France. Cette TVA sociale, je vous le rappelle, parce que nous avons besoin de faire de la pédagogie permanente, ça aurait 3 vertus. La première vertu, c'est bien entendu de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. La deuxième vertu, ce serait bien entendu d'améliorer la compétitivité de l'économie française dans la zone euro. Je vous rappelle que le différentiel de charges entre la France et l'Allemagne, chiffre de l'OCDE, entre 2000 et 2010, c'est 22%. Quand les charges sociales ont augmenté d'un peu plus de 10% en Allemagne, elles ont augmenté de plus de 30% en France. Ce qui fait que cet avantage comparatif que nous avions par rapport à l'industrie allemande, nous l'avons perdu. Le deuxième sujet, bien entendu, ou le deuxième avantage de la TVA sociale, c'est que nous pourrions ainsi faire une dévaluation sans le dire, puisque les produits que nous fabriquerions sortiraient moins chers des usines et que les produits que nous intégrerions dans l'économie au moment de l'importation prendraient une hausse qui serait liée à l'application de la TVA. Et le troisième avantage, grand pays touristique que nous sommes, c'est que les 77 millions de touristes qui chaque année consomment en France paieraient une partie de notre protection sociale. Et je vous invite à rappeler, notez-le bien, que lorsqu'on évoque l'idée que la TVA sociale c'est injuste parce que celui qui gagne 100 € ou 10 000 € paierait la même chose, je vous rappelle que c'est exactement la même chose avec les cotisations sociales. Et si vous achetez votre baguette de pain, j'achète à Épeigne, excellent boulanger, Eric, comme tu le sais, m'a tradit 1,05 €.
Admettons qu'elle soit à 1 euro. Aujourd'hui, mon boulanger me la vend 1 euro parce qu'il y intègre, bien entendu, dans ses facteurs, dans ses coûts de production, les charges sociales. Et le smicard des Peignes ou Éric Dumont et ses 10 000 euros par mois, eh bien, paie la baguette le même prix. Si vous avez réduit les charges sociales, votre baguette, elle va sortir du fournil moins cher. Elle va sortir peut-être à 80, je ne sais pas quelle est la marge d'un boulanger, peu importe. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la TVA. Et donc, d'un côté, on a internalisé, de l'autre, on l'a externalisé. Mais la situation, elle reste radicalement la même en termes d'injustice ou d'inégalité. Donc, l'idée que d'un côté, il y aurait une charge ou un prélèvement qui serait juste, que sont les cotisations sociales, et de l'autre, une TVA qui serait injuste, est radicalement faux, puisqu'il s'agit simplement de voir au moment où s'effectue le prélèvement pour un prix qui restera le même. Cela repose sur une idée, cette TVA sociale, c'est que ça se fasse comme on l'a fait en Allemagne, c'est-à-dire qu'on le fasse avec l'idée que ça se passe dans le cadre d'un Grenelle ou d'un Matignon au lendemain d'une élection présidentielle. Ce n'est pas simplement un cadeau qui est effectué comme on l'a fait dans la restauration, mais c'est l'ensemble des partenaires sociaux et économiques qui sont autour de la table pour voir comment s'effectue la répartition entre amélioration de la performance économique des entreprises françaises d'un côté et de l'autre, amélioration du pouvoir d'achat des salariés. C'est ainsi que nous le concevons et c'est ainsi que nous le défendrons au moment de l'élection présidentielle. Deuxième proposition que je vous fais, je vais essayer de les sérier les différentes périodes ou différentes étapes des TPE-PME. Sur la création, j'ai beaucoup rencontré dans le cadre de mes tours de France, j'ai été voir l'incubateur d'HEC, j'ai vu l'incubateur de l'ESSEC, je suis allé voir des jeunes créateurs d'entreprises à Bordeaux, j'ai fait un énorme travail sur ce sujet-là. J'observe qu'il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, et il faut le dire. Madame n'est là, non pas, elle ne serait pas là que je dirais la même chose, mais il existe aujourd'hui des mécanismes, même si on lui reproche souvent, ou on leur reproche leur lenteur sur un certain nombre de sujets, mais on a mis en place, grâce à OSEO, grâce à différents mécanismes, ou à des fonds régionaux, on a mis en place des mécanismes qui permettent d'aider à la création d'entreprises. La première chose qu'on pourrait faire, c'est en effet, Éric, combien de fois l'ai-je entendu, notamment chez les incubateurs, c'est simplifier. Créer une entreprise, c'est simple. Mais je reconnais que la multitude des anecdotes qui m'ont pu m'être livrées est absolument ahurissant. Avec des parcours différents en fonction du pôle emploi dans lequel vous êtes, en fonction de la caisse de sécu ou la caisse de retraite dans laquelle vous êtes. Bref, tout ça n'est absolument pas normalisé. Nous pourrions imaginer déjà l'idée d'une espèce de guide qui ne ferait pas plus de 2 pages, qui soit une espèce de liste que devrait checker le créateur d'entreprise pour avoir la certitude qu'il ne passe pas à côté d'une étape de la création de son entreprise et avec en même temps l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs. Savez-vous, mesdames et messieurs, c'est dans le rapport Attali, combien il y a de mécanismes d'aide à la création d'entreprises en France? Madame Guérin, vous le savez? 250. Savez-vous, Monsieur le Président, combien y a-t-il de mécanismes d'aide aux entreprises françaises au-delà de la création? 1500. Cela vous donne une idée de ce que représente le maquis et la complexité du créateur pour le créateur d'entreprise, qui, par ailleurs, n'a pas de statut, Madame Guérin. Le créateur d'entreprise, que fait-il en général? J'ai souvent évoqué ce sujet avec eux. C'est un salarié qui décide de bénéficier des ACEDIC et qui va vivre, le temps que son entreprise émerge, des allocations chômage. Et d'ailleurs, c'est prévu par les ACEDIC. Sauf que les ACEDIC ne prévoient pas de statut de créateur d'entreprise. Et donc, ils sont obligés de tricher en permanence sur les déclarations qu'ils sont amenés à faire régulièrement au sein des ACEDIC. Eh bien, créons un statut des créateurs d'entreprise au sein des ACEDIC pour que, globalement,
on n'ajoute pas du stress administratif au stress que correspond à quoi correspond la création d'entreprises. Voilà des pistes que j'évoque devant vous. Au-delà de la création, il y a un sujet sur la simplification des dispositifs. C'est la question du financement du développement de l'entreprise. Et j'ai été, comme vous le savez, peut-être en Israël, voir ce formidable mécanisme, cette formidable machine d'incubation que représente le système israélien. En Israël, vous avez une vingtaine de sociétés incubateurs, appelons-les comme ça. Ces sociétés sont gérées par d'anciens dirigeants d'entreprises. Elles sélectionnent des projets qui sont considérés comme des projets innovants, riches en création de valeur et capables de porter de nouveaux produits ou de s'ouvrir de nouveaux marchés. Ces sociétés sont ensuite adressent les projets retenus à une agence nationale et cette agence nationale agrée ces projets. Savez-vous combien peut toucher, Madame Guérin, vous allez en rêver, combien peut toucher un créateur d'entreprise de l'État israélien via ses sociétés pour la création de son entreprise? Jusqu'à 450 000 $. 85% de son investissement peut ainsi être pris en charge dans ces sociétés incubatrices, dans ces couveuses, avec comme idée que pendant 2 ans, la totalité de la complexité administrative et sociale est gérée par la société. On dit au créateur, monsieur, vous n'avez rien à faire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, développer votre boîte, point barre. Et vous avez 450 000 € possibles au maximum en fonds propres, 15% d'apport personnel. Deuxième mécanisme que je souhaite voir mis en place. Alors, j'ajoute que les Israéliens considèrent que ce dispositif leur a coûté 500 millions de $, et leur a rapporté en recettes fiscales 2 milliards de $, par bien entendu la richesse générée par les entreprises qui se sont développées. J'ajoute que nous pouvons et nous pourrions proposer un mécanisme qui soit un levier massif de financement. Parce que vous disent les créateurs d'entreprises? Ils vous disent quand il faut trouver 30 000, 40 000, 50 000 €, ça se trouve assez facilement. Quand on a besoin, quand on a le concours d'Oseo, ça nous aide pour obtenir un prêt bancaire ou pour faire en sorte de compléter un tour de table. La seule chose, c'est que quand on a besoin de 100 000, 200 000 ou 300 000, ça devient extrêmement difficile. Et si en plus de ça, nous sommes sur des secteurs extrêmement innovants, les business plans sont extrêmement difficiles à monter et on a beaucoup de mal à convaincre les banques. Et donc, moi, je propose que nous mettions en place un régime de déduction fiscale qui serait financé par la suppression de dizaines de régimes d'aide dont le maquis est absolument ahurissant